Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. C'est parti pour la principale édition du soir dans l'actualité. Ce soir, immigration irrégulière à Saint-Louis. Une embarcation s'est renversée. Plusieurs victimes enregistrées. Des personnes portées disparues. Un corps sans vie repêché. Enseignement supérieur, réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le recteur parle plutôt de reprise des activités en présentiel. Pour lui, l'université n'a jamais été fermée. Le professeur Ahmadou Alimbaye présidait la cérémonie d'ouverture des assises de l'UCAD, une rencontre de 2 jours. Et puis l'affaire des médicaments contre le rhume dangereux pour la santé, Humex Rhume, Rhumagrippe et Dolirum peuvent-ils être remplacés par d'autres médicaments? La réaction d'un spécialiste, Dr Diouf, il est pharmacien, à suivre tout à l'heure dans le reportage signé Mamadou Dian. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous, direction le nord du Sénégal, pour démarrer le journal. Immigration irrégulière, chavirement d'une pirogue à Saint-Louis. L'embarcation s'est renversée, faisant ainsi plusieurs victimes. Le corps sans vie d'une fille a été repêché. Plusieurs personnes portées disparues. Le point avec notre correspondant sur place, Momar Alisnia. C'est l'émoi et la consternation dans la commune de Djeben Gandiol après l'accident d'une pirogue de migrants au niveau de l'embouchure. Pour l'instant, le corps sans vie d'une jeune fille a été rejeté par la mer et plusieurs autres personnes sont portées disparues dans le village. daanak bo gennal gi yëpp ñu ngi ci bulba bi man dañ ma woo wàllu 9 heures ba fekk maa ngi voyage waaye moom dégguma mosuma wax te day dem mosuma ko dégg wallahi aktullahi man daa dégg naa ji nekkoon bari na waaw dégg naa ji ne ba mu agsi fii léegi dégg na ñu naan am na benn xale bu jigéen fi teer ba sax pour yóbbu na. Les recherches se poursuivent. Certains ont vite pris la poudre d'escampette après l'incident. D'autres ont été interpellés par les forces de sécurité. Ces derniers sont pour l'instant retenus au niveau de la police des frontières à Gokhoubath pour les besoins de l'enquête. Le maire de Gandiol ainsi que son adjoint se disent très éprouvés par cette situation. Ils invitent ainsi les populations à une prise de conscience. Mamadou Ndiaye, adjoint au maire de Gandiol, au micro de Momar Alisnia et Mortar Sek. Donc jusqu'à présent, on peut dire qu'il y a des rescapés. Des rescapés, peut-être certains ils sont vivants, d'autres ils sont morts. Mais pour l'instant, puisqu'il y a des gens qui sont disparus dans la communauté, d'autres qu'on a attrapés pour les amener au niveau de la base navale, et un corps qu'on a trouvé au niveau de la berge. Donc on peut toujours espérer qu'il y a d'autres également qui sont toujours dans les profondeurs de la mer. Le nombre de passagers, pour l'instant, on ne peut pas le dire directement parce qu'il faut évaluer le nombre qui sont arrêtés au niveau de la police. Également avoir le nombre qui sont disparus en mer et certainement peut-être on peut évaluer sur le reste. Mais d'habitude les pirogues là, pour monter ce coup-là aux environs de 100, c'est le minimum. L'avenir de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le sujet débattu lors des assises de l'UCAD, une rencontre de 2 jours. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce matin et selon le recteur de l'université, il ne s'agit pas de discuter de la réouverture ou non de l'UCAD. Pour le professeur Ahmadou Ali Ambaye, l'université n'a jamais été fermée. Je vous propose de suivre sa réaction. Contrairement à ce qui a été annoncé, il ne sera pas question de réouverture de l'université. Pour la bonne et simple raison que la réouverture ou non de l'université est un sujet qui est ressorti au conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Même si tous les membres du conseil académique sont présents dans ces assises, ce n'est pas un conseil statutaire qui est de nature à prendre des décisions sur des sujets aussi importants que la réouverture de l'université en présentiel. Parce que je voudrais aussi préciser qu'il y a une confusion qui est faite
l'université n'a jamais été fermée. Nous sommes passés d'un dispositif d'enseignement présentiel à un dispositif d'enseignement en distanciel. Et je dois dire que ces deux dispositifs sont d'égale dignité dans toutes les universités du monde. Mais ce que je voulais juste dire que c'est pour ces questions pédagogiques, c'est le conseil académique statutaire qui est compétent. Ce qu'on a voulu faire, c'est sur un certain nombre de sujets particulièrement cruciaux, d'avoir des consensus très larges de tous les segments de la société. Et ces consensus vont être présentés au conseil académique pour validation ou non. Et ces consensus concernent l'hybridation. Il faut que toutes les formations puissent se faire en distanciel et en présentiel, indifféremment. Un deuxième consensus, c'est l'introduction des modules transversaux. Et enfin, c'est les conditions de sécurité et d'hébergement au niveau du campus social. Voilà donc les sujets qu'on doit discuter. Il y a des propositions qui ont été faites par le rectorat. Il s'agit maintenant de les soumettre aux différents segments de la communauté universitaire pour générer des consensus les plus larges qu'on va après présenter au conseil académique. Mais il ne s'agit pas de prendre une décision sur la reprise des activités en présentiel ou non, étant entendu que l'université n'a jamais été fermée. Ziguinchor, Université Assane Seck, le désarroi des étudiants ressortissants de Touba et Mbacké. Ils ont été expulsés de leur immeuble pour non-paiement du loyer. Ces étudiants lancent ainsi un appel aux autorités de Touba. Ziguinchor, la correspondance de Hassan Ba. Déboussolés, désorientés, les étudiants ressortissants de Touba et de Mbacké ne savent plus à quel système éducatif se vouer. Après plusieurs mois sans payer de location, le bailleur les a finalement expulsés de leur logement. Une situation difficile pour ces étudiants qui sont en période d'examen. Un mois d'avant, nous avons reçu que nous devons sortir parce que nous avons des arriérés que nous n'avons pas payés, plusieurs mois même, et que cette charge est un peu lourde pour nous étudiants, parce que nous tous, vous savez, vous êtes sans savoir que nous avons des bourses et que ces bourses, parfois, ça va un peu en retard et que ce ne sont pas tous les étudiants qui sont boursiers. Nous avons eu à demander quelques autorités, oui, nous ne voulons pas citer de nom, mais ils nous ont donné des rendez-vous, des autorités même qui nous ont dit qu'ils vont participer d'une somme symbolique, parce que déjà, il y a pas mal d'autorités durant les vacances que nous avons sollicitées. Voilà. Et que ces autorités, nous avons donné des rendez-vous. Parfois même ces autorités sont impossibles à voir. Ces étudiants risquent de rentrer à Touba et à Mbacké si les autorités ne réagissent pas dans les prochaines heures. Vraiment, la situation est vraiment déplorable. Comme vous nous voyez là, on est là avec nos bagages, on ne sait pas où aller, on est sans abri. Et voilà, la propriétaire a résilié son contrat et on est resté là. Et il y en a de ces gens qui ne savent pas où aller. Comme vous le savez, Ziguinchor c'est trop loin par rapport aux autres régions. Et c'est vraiment dur de rester là, sans abri, sans savoir où aller. C'est surtout pour nous les filles, vraiment compliqué. Parce que moi, avec mes camarades de chambre, on est là, on ne sait personne ici, on ne sait pas où aller, on ne sait même pas ce qu'on doit faire. On est carrément perturbés, vraiment. Oui, on risque de rentrer. Moi, personnellement, je risque de rentrer parce que je ne sais pas où aller. On est là sans rappeler. Les étudiants interpellent les autorités de Touba et de Mbacké sur leurs difficiles conditions de vie. Ce sont des dizaines d'étudiants qui risquent de passer la nuit à la Belle Étoile. Hassan Ba, cérémonie de signature des contrats de services de transport entre les sociétés nationales d'électricité des États membres de l'OMVG. Le projet va permettre aux pays membres de l'organisation, Gambie, Sénégal et les deux Guinées, de collaborer, de produire, mais également de vendre de l'électricité. Un réseau de 1677 km installé pour l'interconnexion des pays membres de l'OMVG. Le compte-rendu est signé Abraham Paul Bouya. Cette signature de contrat est le résultat de plus de 20 ans de travail. Ce projet permet aux 4 pays de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie de disposer d'un réseau d'électricité long de 1677 km. L'objectif est d'être autonome en énergie, produire en qualité et en quantité et pouvoir vendre. L'OMVG et ses conseils mettront tout en œuvre pour d'abord tenir le délai d'achèvement des travaux
en Guinée et en Guinée-Bissau. Donc, et aussi, surtout, procéder au recrutement de l'opérateur de maintenance. D'ici là, nous avons, la Banque mondiale a souligné des aspects. Il y a des avenants au contrat d'achat d'énergie entre EDG et AGB que nous allons examiner après cette intervention. Mais ici, l'occasion est opportune pour remercier du fond du cœur, très sincèrement, les directeurs généraux des sociétés nationales d'électricité. Au-delà d'obtenir leur marché commun d'énergie, les pays membres de l'OMVG vont intégrer le marché d'énergie de l'Afrique de l'Ouest. Nous engageons à tenir toute cette confiance placée à nous, tant par nos hautes autorités, par nos gouvernements, les populations riveraines qui sont les bénéficiaires, que surtout pour les sociétés nationales d'électricité qui sont sur la braise. Nous le savons, au niveau de nos États, toutes ces sociétés sont sur la braise. Elles gèrent le quotidien avec toutes les difficultés. Et donc nous leur assurons ici de notre accompagnement. Et nous les remercions aussi pour déjà les contrats de services de transport temporaire d'exploitation du réseau, notamment la Sénélec et EDG, pour l'exploitation de ce système. Nous allons donc profiter de l'occasion, après cette cérémonie, pour demander à EDG et à AGB de se rapprocher afin de faciliter la mise sous tension du réseau en Guinée-Bissau. Initié en 2003, relancé en 2013, un protocole d'accord signé en 2015 avec les partenaires financiers. Le projet de service et de transport entre les sociétés nationales d'énergie des pays membres de l'OMVS est en phase finale. La Guinée-Bissau sera connectée avant la fin de l'année. Monsieur le coordonnateur des cellules. Abraham Paul Pouy, à la place du souvenir, a abrité ce matin la 3e édition du mois du consommé local. Le thème de cette année, quelle stratégie pour stimuler davantage la consommation des biens et services locaux au sein de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le compte-rendu de la rencontre est signé Khadija Ndadjoufa. Le consommé local dans tous les sens voit le jour à la place du souvenir. Dans ce contexte, un panel sur les stratégies de stimulation de la consommation des biens et services dans l'espace UEMOA s'est tenu à Dakar. C'est une semaine consacrée à valoriser nos produits, mais en collaboration avec l'UEMOA. C'est ça la particularité. L'UEMOA qui voudrait avoir une zone où le consommé local, c'est-à-dire consommer ce que les pays produisent, permettrait en tout cas de promouvoir notre économie en général, ce qui nous est endogène, parce que jusqu'à présent nous sommes à 15% d'échanges entre nous, et les 15% sont des produits agricoles quelquefois, pour la plupart du temps, l'artisanat dans une moyenne mesure avec le costume sénégalais et les autres produits, les chaussures, les sacs. Bon, nous voulons vraiment avoir une économie locale. Selon la directrice commerciale de l'UEMOA, ces objectifs sont atteignables avec une libéralisation des échanges et la libre circulation des biens. Pour vraiment amener les 8 États membres de l'Union à promouvoir la consommation, la production, la transformation des produits locaux et également réduire substantiellement la dépendance et la consommation des habitudes alimentaires de nos pays qu'on a noté vraiment extraverties. L'eau, le foncier et l'énergie font souvent défaut dans le domaine de l'agriculture. L'eau concernant la zone des Niayes, et on peut en parler pour le reste du pays, c'est très problématique. La terre, l'accès à la terre, surtout concernant les femmes. Tout ça, on l'a évoqué pour dire que ce n'est pas gagné d'avance. Il y a encore des efforts. Les magasins de stockage, l'État a commencé. Je dois dire que l'État a commencé avec le pôle du magasin de Diamniadio. Mais là, c'est le magasin national et régional. Mais on a besoin de petits magasins qui soient proches des coopératives agricoles, des producteurs et des femmes. Pour une souveraineté alimentaire, des solutions sont proposées. Dr Makomba Diouf, directeur de l'horticulture. Il faut qu'on arrive maintenant à gérer ce qu'on produit.
pendant toute l'année. Pour rendre le consommé local, en faire une réalité, il faut que le produit soit disponible. Et pour ça, on a dit qu'il faut qu'on gère la production à travers le stockage et la conservation. Dans cette 3e édition du consommé local, les pays de l'UEMOA, notamment le Sénégal, comptent investir sa politique de consommé local. Khadija Ndat Diouf lutte contre les conflits fonciers. Le projet Sansouf, en collaboration avec la GIZ et la FAO, ensemble, ils ont mis en place une plateforme de dialogue à Kaolack. Une assemblée générale s'est tenue pour trouver ainsi des solutions aux litiges fonciers. Samandaou Tal est le directeur régional du développement rural de Kaolack. Je vous propose de le suivre au micro de Sekou Diallo. Tout le monde sait qu'il y a de plus en plus une pression sur le foncier. Et ce foncier-là est détenu en quelque sorte, en grande majorité, par les populations qui sont représentées par les agriculteurs, les éleveurs, mais aussi tout le monde sait que de plus en plus avec l'accroissement démographique, les villes, l'habitat est en train de prendre de l'espace. Et cet habitat-là gagne du terrain sur l'espace qui était jadis dédié à l'agriculture et à l'élevage, ainsi que aussi les promoteurs privés et en quelque sorte les industriels. Donc il faut d'ores et déjà essayer de mener des réflexions qui permettent de trouver les voies et les moyens pour préserver les intérêts de tous les acteurs pour le grand bonheur du pays, mais aussi pour les besoins d'accroissement économique du pays. L'Assemblée générale va permettre de prendre des orientations sur la structuration de la plateforme régionale, sur les organes, mais aussi sur les missions de cette plateforme régionale. Et puis le Sénégal qui renforce son dispositif sécuritaire. À Mbour, 3 brigades ont été inaugurées. Ces infrastructures vont ainsi participer dans la lutte contre l'insécurité, mais également contre l'immigration irrégulière. Le ministre des Forces armées, Maître Omar Youm, et le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall, ont procédé à l'inauguration. Maître Omar Youm, ministre des Forces armées, que voici au micro de notre correspondant sur place, Muntaga Kana. Le chef de l'État comprend que sans la paix, sans la tranquillité, sans l'ordre républicain, il ne peut pas y avoir de développement. C'est pourquoi beaucoup de moyens ont été mis dans la montée en puissance de la gendarmerie nationale en termes d'effectifs, en termes d'équipement et aussi en termes de formation et d'amplification des moyens de renseignement qui nous permettent d'être une gendarmerie prête, anticipative et debout. Pourquoi presque toutes les unités de la gendarmerie sont ici. Ce matin, nous avons vu les très beaux locaux de l'état-major compagnie. Nous avons inauguré l'unité de brigade routière, nous avons inauguré l'unité du cynophile, nous avons vu les moyens extrêmement importants qui ont été consentis. Aujourd'hui, nous avons vu en termes d'effectifs, mais aussi en termes de moyens et de conditionnement moral des hommes, tout ce qui a été fait. Je pense que c'est vrai, nous traversons de plus en plus bousculés par des menaces, des risques de toutes sortes, énigmatiques, indécelables, souvent complexes. Mais j'ai vu que la gendarmerie avait déjà intégré ces facteurs pour lui permettre justement d'accomplir sa mission avec fierté, fermeté et dévouement. Le ministre des Forces armées, Maître Omar Youm, Konrad Adenauer, la Fondation, dans sa mission de maintien de la cohésion sociale, a saisi l'occasion de la 15e édition du plaidoyer pour le dialogue interreligieux pour décliner sa feuille de route, et elle mise sur la communication. Le rôle de la communication dans les relations interreligieuses a été abordé. Les précisions de notre reporter Ali Sowa. Conflit entre communautés, des informations coiffées par ce contexte où le Sénégal est dans une ceinture de feu, la Fondation Konrad Adenauer, dans un colloque, brandit le thème religion et communication. Selon leur chargé de programme, c'est pour déconstruire les images négatives. Nous vivons dans un monde qui souffre de beaucoup de déchirures, de beaucoup de douleurs. Il y a beaucoup de conflits,
à niveau que ce soit de la famille, des communautés, des pays. Et souvent, à la source, à l'origine des problèmes, se trouve un manque de communication. Maintenant, il y a aussi le problème des fake news. Nous voulons justement déconstruire ces images négatives. Le Sénégal, un îlot de stabilité aux yeux de l'imam Mokhtar Ndiaye, selon le chargé de communication de l'association des imams et oulémas du Sénégal, il faut consolider le dialogue interreligieux qui est déjà une réalité au Sénégal. Nous entretenons des relations de bon voisinage, n'est-ce pas, de parenté même. Donc tout cela fait que le Sénégal, le dialogue islamo-chrétien est une réalité au Sénégal. Donc nous devons maintenant conjuguer toutes nos forces pour préserver et consolider, n'est-ce pas, cet héritage. C'est très important. Pour ce faire, l'abbé Gérald Keïta prône l'éducation religieuse. D'après le représentant de l'Église, cela peut faciliter la sensibilisation. Il faut favoriser et continuer dans la sensibilisation, dans la compréhension de l'autre, dans l'éducation et ensuite mettre aussi au profit nos réalités sociales, c'est-à-dire notre teranga, le bien vouloir de vivre commun ensemble. La socialisation, l'interaction et la transmission mise au peigne fin dans ce colloque. Objectif, identifier les problèmes, les enjeux, les perspectives et formuler des recommandations pour mieux renforcer la démocratie sénégalaise et la consolidation. Alusso, en plus bref, Forum économique Sénégal-Gambie, le Premier ministre Amadou Ba, représentant le président de la République Macky Sall, a rappelé les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Gambie. Selon le chef du gouvernement, je cite, l'organisation de ce forum témoigne de notre engagement commun envers la croissance économique et le bien-être de nos citoyens. Fin de citation. Et puis, autre aspect de l'actualité ce soir, nous sommes toujours au mois d'octobre, ce mois dédié à la prévention contre les cancers. La DRFJ a organisé une journée de lutte contre le cancer. Cette journée, une occasion pour le professeur Abdoul Aziz Kassé, cancérologue et directeur du Centre international de cancérologie de Dakar, de faire un exposé sur les 5 cancers les plus fréquents. Il invite ainsi à se faire dépister. Je vous propose d'écouter le professeur Kassé. Le dépistage permet de voir le cancer du col à des stades précoces. Et au stade 0 ou au stade 1, on guérit 100% des cancers du col. Je pense qu'aujourd'hui, ici à la DER, il a été très important de parler des femmes. Parce que chaque femme qui meurt d'un cancer dans une famille, il y a 16 personnes qui dépendaient de cette femme, qui vont se retrouver dans des difficultés. Et donc, à mon humble avis, il est important de continuer à accompagner les femmes pour qu'elles puissent accéder aux ressources. Et l'accès des femmes aux ressources leur permettrait de se libérer de certaines contraintes et l'art et la joie de vivre des hommes libres, quand elles se sont libérées, elles peuvent maintenant aller plus loin pour préserver leur bonne santé par le dépistage et par la prévention des cancers, entre autres choses. Pour que les cancers, qu'on sache exactement quelle est la fréquence des cancers, il faudrait ce qu'on appelle un registre des cancers. Le problème, ce registre a été arrêté en 1974. Mais le registre n'est qu'un système d'enregistrement. Moi, je suis convaincu que si l'ADER et l'ANSD s'en mêlaient, aujourd'hui, on saurait en temps réel monitorer exactement tout ce qui se passe en matière de cancérologie dans ce pays. Ce n'est que de la récupération de données et le partage de données. Donc, à mon humble avis, c'est par là qu'il faut commencer. Savoir où est le problème et savoir quelle en est l'ampleur pour mesurer les actions qui vont être faites après. Pour soutenir ces actions, la déléguée générale de la DRFJ, Dr Mam Abissei, a pris l'engagement d'accompagner, mais également de participer à la sensibilisation par le biais des mécanismes existants et grâce au financement de la DRFJ. Dr Mam Abissei, toujours
au micro de Cheikh Moussa Sarr. C'est d'abord de nous dire que nous devons aller beaucoup plus loin dans les lignes, en tout cas, d'accompagnement que nous faisons. Déjà, pour les couches vulnérables, nous avons aujourd'hui entendu des témoignages qui nous permettent de dire, au-delà de Maman Soleil, qui sont des structures aujourd'hui, des associations qui sont des mamans, ce sont des mamans d'enfants avec un handicap ou avec le cancer, tout simplement. Nous devons aller beaucoup plus loin dans ce que nous faisons. Donc nous irons voir aussi du côté d'autres associations pour nous permettre de jouer notre rôle, c'est-à-dire quand un enfant ou quand une famille est désemparée, et que les mamans sont en charge des familles, qu'on puisse les accompagner à travers une activité économique qui puisse soulager des décharges liées à la maladie de l'enfant ou d'un membre de la famille. La deuxième autre leçon apprise, je pense que la DERFJ a un fonds de soutien, et ce fonds, c'est à l'initiative du chef de l'État, un fonds de soutien pour la promotion de l'innovation, où nous accompagnons beaucoup de start-up aujourd'hui. C'est pas loin de 560 start-up qui sont accompagnées, dont 340 qui ont été financées à date, où nous devons aussi susciter auprès des start-up que nous accompagnons justement, comment les susciter à aller aujourd'hui beaucoup plus loin sur la data, c'est-à-dire les données. C'est déjà aussi des solutions que ces startups peuvent apporter au domaine de la santé. Il y a la data, il y a aussi d'autres mesures, notamment sur la prévention. Et aujourd'hui, on a des startups qui font notre fierté, mais je pense que nous devons les orienter davantage aujourd'hui sur ce qui fait sens pour nous, pour permettre de démystifier et démythifier davantage aujourd'hui le cancer de manière générale. Et toujours dans la lutte contre le cancer à la sphère ministérielle, Habib Thiam de Diamniadio, les femmes, en particulier celles de la cellule genre du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, ont organisé un panel et elles se sont fixé un objectif: dépister le maximum de femmes dans l'administration l'année prochaine. La coordonnatrice de la cellule genre du ministère des Transports aériens, Aïssatou Kassédian, au micro de Babacar Seck. Cette année, nous avons inscrit dans notre plan d'action ce grand panel de sensibilisation, puisque l'année dernière, nous avons été dépistés. Plus de 177 agents ont été dépistés au cancer féminin, cancer du corps, cancer du sein et même cancer de la prostate. Cette année, nous avons jugé nécessaire d'organiser un panel de sensibilisation afin d'enrôler la prochaine fois le maximum d'agents. Parce que jusqu'à présent, comme on le dit, il y a l'entrave, le tabou qui constitue une entrave. Il y a aussi, comme on l'a dit tantôt, le kersa, le soutoureur. Les femmes, souvent, ne se font pas dépister. Surtout, c'est par incompréhension ou manque d'information ou par simple pudeur. Il fallait donc nécessairement aujourd'hui faire ce grand panel de sensibilisation en invitant d'éminents médecins, des professeurs, pour qu'ils nous entretiennent sur les cancers féminins, le cancer du col et le cancer du sein. Par rapport à ces manifestations, par rapport à ces enjeux, par rapport à ses conséquences dans la famille, afin que ensemble nous puissions en tout cas éradiquer ce problème-là ou bien contribuer à le sortir de nos foyers. Et nous reparlons de ces médicaments contre le rhume et qui sont dangereux pour la santé. Humex Rhume, Rhumagrippe et Dolirum, déconseillés par l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Ces médicaments peuvent-ils être remplacés par d'autres? Mamoudou Dian est allé à la rencontre de Dr Diouf. Il est pharmacien. Reportage. La plupart des officines visitées dans l'après-midi préfèrent garder le silence sur la prévention contre certains médicaments contenant de la pseudoéphédrine. L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique déconseille aux Sénégalais certains médicaments contenant cette substance utilisés comme décongestion nasale en cas de rhume. Des paquets au nombre de 3 d'après Dr Diouf de la pharmacie Soumbédioune. C'est apparemment 3 médicaments qui sont concernés principalement, qui contiennent le pseudoéphédrine qui est utilisé comme décongestion nasale, surtout dans les cas de rhume. Les 3 médicaments, c'est Humex Rhume, c'est Rhumagrippe et Dolirum seulement.
Pourtant, d'après le pharmacien, il y a d'autres médicaments contenant cette molécule, Umexrum, Rumagrip et Dolirum, suspendus de vente dans les pharmacies. Mais si l'on se fie à Dr Diouf, les patients n'ont pas à s'inquiéter. Il y a plusieurs alternatives. Non, je ne veux pas faire de la publicité en tant que pharmacien parce que voilà, il y a plusieurs alternatives en cela. Même la plupart des médicaments ne contiennent pas ce vasoconstricteur concerné là. Il y en a assez même, de panoplie de médicaments sans pour citer un pour faire une promotion de ça. Mais il y en a plusieurs alternatives. L'ARP n'a pas mentionné dans son communiqué un retrait de stock. De ce fait, ces médicaments déconseillés ne sont pas interdits de vente. Pour le moment, il faut juste éviter de les procurer aux sujets à risque de troubles cardiovasculaires, d'après le pharmacien. Parce qu'on a dit des risques cardiovasculaires, donc il y en a des personnes à risque déjà. Pour ces personnes, il faut éviter qu'ils prennent ces médicaments. Et le stock, on va gérer ça avec les patients, voilà. Et si voilà, il y a un rappel de stock, on le fera. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas un communiqué qui parle de rappel de stock. Les résultats de l'étude en cours ne sont pas encore concluants. Il faut attendre la fin des essais en laboratoire pour maintenir ou retirer Umexrum, Rumagrip et Dolirum des rayons des pharmacies. Mamadou Dieng, en plus bref, nécrologie, décès de Pape Serigne Niang des suites d'un malaise. Il était le sous-préfet des Almadies. Il a occupé ce poste depuis 2022. Pape Serigne Niang sera inhumé demain vendredi. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.